tout vient d'un article hein, qui est dans le numéro de mai de Philosophie Magazine, que j'aime bien, c'est mon petit plaisir, j'ai le droit. Il n'y a pas que les chemises bleues dans la vie, j'ai le droit d'avoir mon petit plaisir, merde. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Donc, j'ai lu Philosophie Magazine dans le train, au retour de ce week-end d'anniversaire, et là, patatras. Et là, patatras, j'ai découvert une réflexion extrêmement intéressante que j'ignorais. J'ai appris vraiment une réflexion sur la notion de complotisme, justement, et un autre terme. Et on va parler de ça aujourd'hui, c'est le grand sujet que je voulais évoquer avec vous. On va parler complotisme. Là encore, on va essayer de le regarder avec une grille de lecture, voilà, avec un œil plus froid, plus lucide, enfin, autant que possible, pour éviter la passion des débats où tout le monde se met sur la gueule. Je le sais maintenant, au regard de Conspiracy Watch, je suis une merde. Ils m'ont dit, tu es définitivement une auge à caca. Et j'ai dit, bon d'accord, de toute façon, c'est vous qui décidez, donc j'ai pas le choix. Mais on va commencer avec la parole officielle. Voilà, sur cette notion de complotisme. Qu'est-ce qui est entendu aujourd'hui par complotisme? Qu'est-ce qu'on reproche au complotisme? Parce que c'est une notion extrêmement large. Hein, vous l'aurez compris, on complotise, conspirationniste aussi, d'ailleurs, la différence n'est pas évidente. Et ça provient de gens qui nous donnent des définitions qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Et je voulais vous montrer plusieurs extraits. On va commencer avec Gérald Bronner, mais on a aussi une séquence de Lumni, qu'une chaîne YouTube, je crois, qui a un peu du soutien d'argent public, qui fait de la vulgarisation, on va dire, sur l'actualité et tout ça. On va écouter le Hall of Fame. Julien Pain, la Tronchambier. Là, ça va être officiel. Rudi Reichstadt aussi, on va écouter. Il a fait un TEDx. Et on va écouter, mais vraiment, là, on fait un vrai travail. Là, c'est professeur Rémi. Donc, tout le monde se concentre. Là, on sort le cahier de brouillon. Parce qu'on rigole, mais si on est là tous ensemble, c'est aussi parfois, faut bosser. Donc là, c'est le cours du soir. C'est le cours du soir. On va être attentif à ce que nous disent cette bande de joyeux drilles, savoir ce qu'ils entendent par complotisme. Parce que c'est vrai qu'on les entend tout le temps se battre, à dire, là, ça c'est complotiste, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. On va voir ce qu'ils entendent par là, et après, on va décrypter le fameux article dont je vous parle, le fameux article de Philosophie Magazine, pardon, qui est pour moi fondamental, vraiment fondamental. On apprend énormément de choses, et une carte magique qui va vous permettre, voilà, dès qu'on vous attaquera de complotistes comme le font les joyeuseries qu'on va voir, c'est extrêmement intéressant, une réflexion extrêmement intéressante. Et on va commencer tout de suite avec Gérald Bronner, lui, ce qu'il nous dit sur cette notion-là. On va commencer à creuser un petit peu notre sujet. Les complots sont très anciennes, en effet. Peut-être presque aussi anciennes que l'humanité, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en trouve dans l'histoire des traces très lointaines, comme par exemple le procédé templier, vous voyez, a été fondé sur une théorie du complot. Et puis un certain nombre de drames, ça ne vous aura pas échappé, du XXe siècle, ont été fondés sur des théories du complot, notamment des théories du complot antisémites. Mais ce qui est spécifique aujourd'hui, c'est en effet, il s'est passé quelque chose à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est tout simplement la dérégulation du marché de l'information que constitue Internet. C'est-à-dire que ces théories existaient auparavant, mais auparavant, elles étaient en quelque sorte interdites de citer par les journalistes comme vous, éventuellement par les universitaires comme moi, par ceux qu'on appelle les gatekeepers sur le marché de l'information. Et aujourd'hui, les vannes sont totalement ouvertes. Et alors, par exemple, voilà, donc Gérald Bronner évoque un élément central, et vous allez voir, on verra dans ce fameux article qui décrypte tout ça et qui remet vraiment l'église au milieu du village. Gérald Bronner donne deux éléments essentiels. Chacun, on va noter un petit peu leurs grands éléments. Déjà, ce qui est important à dire, c'est que la notion de complot existe. C'est vrai que c'est là, comme ça, normalement, je dois aller en prison. Mais le complot existe. Le complot existe, c'est terrible, mais comme Gérald Bronner le dit, l'histoire est marquée de nombreux complots. On a Néron, on a des histoires comme ça, même les tentatives d'assassinat contre Hitler, qui sont des complots qui, pour le coup, là, sont plutôt salués aujourd'hui quand on regarde dans le rétroviseur. Merci à mon Karim Sèche-Pierre, qui vient de sub, c'est le 12e mois, merci mon Karim. Donc, déjà, ce qui est important à rappeler, c'est que quand on voit aujourd'hui ces combats contre le complotisme et tout ça, on dit « Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible », mais le complot existe.
Ce qui est fou, c'est de voir qu'aujourd'hui, on tente de faire passer l'idée que la notion même de complot est inenvisageable. Et c'est tout ce qu'on reproche aux complotistes. C'est-à-dire que le complotiste, c'est celui qui imagine que dans l'ombre, des gens s'organisent pour tirer les ficelles et déstabiliser la marche d'une société, d'un groupe de personnes ou de choses comme ça. Donc, ce qui est fou, c'est que à la fois, de façon moderne, le complot n'existe pas, mais quand on regarde l'histoire, l'histoire en est farcie. Comme dirait Jean-Claude. Jean-Claude Farcy, qu'on embrasse. Donc, là, c'est compliqué. Là, déjà, on commence à avoir des petites zones de doute, mais rassurez-vous, je vous ai trouvé une petite vidéo de Lumni, comme je vous disais, qui est une chaîne YouTube. J'ai l'impression, j'ai regardé ce qu'ils font. Je vous montre parce que, pas dire de conneries, hein. Le Lumni, pour en apprendre tous les jours. Voilà. Ils proposent des séries, des trucs comme ça. Et quand tu regardes la description, en partenariat avec la Générale de Production, France Inter et le réseau Canopé, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, Direction du numérique pour l'éducation, avec le soutien du collectif Enjeux immédiats. Donc c'est officiel. Tu as le ministère de l'Éducation et tout derrière. Donc là, on va nous dire, ça, c'est un document d'éducation qu'on va regarder. C'est pour ça que je vous le montre, parce que ça, c'est officiel. C'est ce qu'on apprend aux gens. C'est l'éducation. Merci à Gotham qui vient de sub, 3e mois, merci beaucoup. Donc là, 2 minutes 38 de votre attention pour savoir ce qu'est vraiment un complot, ce qu'est la théorie du complot, et ça c'est soutien du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est parti. Maman, c'est quoi la théorie du complot? Ce soir-là, Kamel est arrivé chez lui, l'air préoccupé. Il a l'impression que le prof d'anglais le sac. J'en ai parlé à Cindy, elle m'a dit « Arrête avec ta théorie du complot ». Écoute Kamel, pour l'anglais on en parle dans 5 minutes. D'abord, laisse-moi te dire que la théorie du complot, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi la théorie du complot? C'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle d'un événement en disant que les gens au pouvoir mentent. Pourquoi mentiraient-ils? Pour cacher des choses très graves, disent les complotistes. Un exemple? Le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats à New York, des avions qui ont détruit 2 tours au milieu de la ville. Il y a eu près de 3000 morts. Ce sont les terroristes d'Al-Qaïda qui avaient organisé l'attaque. Eh bien pour les complotistes, c'est le gouvernement américain qui serait derrière les attentats. Il les aurait organisés pour justifier ensuite une guerre en Afghanistan et en Irak. Un président qui décide de tuer des milliers de personnes de son pays, il y en a qui pensent ça? Oui, et ils arrivent à troubler plein de gens en utilisant des détails dont ils grossissent l'importance. Encore un exemple. Le 11 septembre 2001, après l'attentat, le président américain est resté 20 minutes dans une école où il faisait une visite. Et c'est vrai que c'est surprenant. Eh bien pour les complotistes, puisqu'il ne s'est pas pressé, c'est la preuve qu'il était au courant de l'attaque contre les tours. Mais c'était débile les gars? Même pas. La théorie du complot au départ, c'est un réflexe utile. Ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Mais assez vite, ça devient une paranoïa. Et les conspirationnistes s'encouragent entre eux. Adieu la réflexion, beau jour le fantasme. D'autant que ce fantasme se développe très vite sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que même des personnes intelligentes peuvent être troublées? Parce que la réalité est difficile à admettre. 2 tours qui s'effondrent au milieu d'une ville, c'est tellement fou qu'il faut des explications folles aussi. Et parce que l'idée d'un complot conforte un sentiment, le sentiment, à tort ou à raison, que le gouvernement américain ment régulièrement. Et il y a un remède, exercer ton esprit critique, y compris contre toi-même. C'est bien de douter, mais il faut douter jusqu'au bout et se rendre compte parfois du ridicule. À propos de ridicule, Kamel, tes mauvaises notes en anglais, c'est juste parce que tu ne travailles pas. Voilà, merci Kamel, merci à Lumni, donc je vous l'ai dit, hein, une chaîne YouTube qui a le soutien du ministère de l'Éducation et de France Inter, en partenariat avec France Inter, donc là, c'est officiel, tu ne peux pas aller plus haut, donc là encore, on va s'arrêter pour voir un peu les grands points de cette vidéo, et c'est très intéressant, il y a vraiment des choses très intéressantes, vous l'avez entendu comme moi. Au début de la vidéo, déjà, on a cette définition qui restera dans les annales, comme dirait Bruno Le Maire, je vous la retrouve. Te dire que la théorie du complot, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi la théorie du complot? C'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle d'un événement en... Voilà. La théorie du complot, c'est quand un groupe de personnes refuse la... Attends, la version officielle, ils disent quoi? On la reprend théorie exactement. du complot,
C'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle Voilà, d'un refuse l'explication officielle. Donc, moi, je me base sur la définition. Je me base sur leur définition, en plus, qui a une portée pédagogique. Donc, c'est très intéressant d'être sérieux là-dessus. La théorie du complot, c'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle d'un événement. Donc déjà, l'explication officielle, c'est pas la vérité. C'est l'explication qui est donnée par, admettons, le pouvoir en place, en tout cas par ceux à qui on attribue les qualités de définir ce qu'est la version officielle d'un événement. Donc ce qui est très intéressant, c'est ça. Ensuite, on a un deuxième point dans la vidéo que vous avez entendu, le rapprochement entre doute et paranoïa. C'est-à-dire que tu peux douter jusqu'à tu peux douter jusqu'à l'explication officielle, mais si tu doutes au-delà de l'explication officielle, c'est de la paranoïa. Donc on a cette psychiatrisation du complotiste. C'est-à-dire que le complotiste, déjà, n'est pas vraiment à prendre au sérieux parce que quelque part, il a un trouble psychique ou psychiatrique. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est sûrement pas le bon objectif s'il y a des spécialistes sur le sujet. Donc, c'est très intéressant. Vraiment, cette séquence, elle est très intéressante parce qu'elle a une portée pédagogique. On apprend des choses. Voilà. On comprend un peu mieux ce qui est considéré comme du complotisme. C'est que déjà, complotisme, c'est en gros les explications qui vont au-delà de l'explication officielle. Donc, on a une notion d'explication officielle qu'on n'avait pas encore chez Gérald Bronner et qui est très intéressante. Parce qu'on assume que, d'une certaine manière, tout comme... Vous savez, quand il y a un événement, par exemple, dans un petit village, on inaugure un gymnase, vous avez les citoyens, les habitants, et ce qu'on appelle les officiels. Il faut prendre les mots pour ce que ça veut dire. Il y a les officiels, ceux qui sont reconnus. T'as la trompette, t'as les chars bleu, blanc, rouge. Donc c'est officiel. Puis après, t'as Jackie avec sa ceinture Von Dutch. Ça, c'est une autre histoire. Et l'explication officielle veut dire ce que ça veut dire, et c'est extrêmement intéressant, et c'est l'UMNI qui nous le dit. Donc là, faut être sérieux. On a ce rapprochement, cette psychiatrisation du complot. Et ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation de la notion de doute. Et là encore, on va y revenir quand on va décortiquer l'article de Philosophie Magazine. Vous allez voir, parce que vous l'avez sûrement vécu, hein, quand vous avez peut-être discuté du Covid, quelles que soient vos positions, ou même de tout autre sujet, vous avez parfois des gens qui disent « Ah oui, mais toi, tu doutes de tout. » Là, c'est un vrai débat. Là, attention. Là, on est tous saisis. On dit « Mais moi, je pensais que le doute, c'était bien. J'achetais tous mes slibards sur la Redoute. » Il y avait une logique, il y avait une cohérence. Tu vois. Ça vous est sûrement arrivé, ce moment-là où les gens vous disent « Vous doutez de tout. » Vous allez voir, tout à l'heure, on aura des billes. Là, on va... Alors là, attention. Là, par contre, j'aimerais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Hein, tout le monde se rhabille, se présente, se mette à l'aise, parce que là, c'est à la France que nous allons parler. Là, c'est officiel. Là, on va avoir le Hall of Fame de l'anticomplotisme. Et là, j'aimerais que tout le monde remette son slibard. Soyez sérieux, parce que là, on peut pas mieux. Là, ça va être... Ça, ce qu'on va voir, c'est la version officielle. Julien Pain and le Tronchambier, are you ready to rumble? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. Ils sont là, les deux, pour vous ce soir. C'est voilà. Et là, ils vont nous dire la vidéo qui s'appelle Rumeurs et théories du complot. Et d'ailleurs, vous noterez à quel point c'est officiel que cette vidéo est également hébergée sur le compte de l'UMNI, hein, sur qui on était tout à l'heure. Là, c'est officiel. Tu as même Rudi Reichstadt ici, tu vois, et Raphaël Enthoven aussi. Non, décidément. C'est les Avengers ou quoi? Et là, attention. Là, ils vont nous dire, attention, Julien Pain, la Tronchambier. Pour vous ce soir. Bonjour à tous. Je suis Julien Pain, je suis le créateur de l'Instant Détox sur France Info. Je suis Asser Mandax, je co-anime une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronchambier et qui parle de la zététique. Ok. Vous savez tous ce qu'est une rumeur. Un bruit qui se répand, une histoire surprenante qui circule par le bouche à oreille et dont on ignore la source. Par exemple, il paraîtrait que... Très bien comme début pour une rumeur, oui. Bon, il paraîtrait que le mot zététique... Oui, alors, petite pause, le jeu d'acteur, c'est pas la grande vadrouille. C'est-à-dire que là, on a deux personnages qui sont plus marrants par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Mais bon, chacun fait son truc, hein. Tout le monde bricole. Hein. N'existerait pas et qu'il aurait été inventé pour faire intelligent. On pourrait le croire, mais en fait, la zététique, c'est l'art du doute. Oui, ok, je le savais.
Mais bon, ce type de rumeur, ça existe depuis toujours. C'est toujours des histoires séduisantes qu'on adore répéter, même si on n'y croit pas d'ailleurs. Et avec l'arrivée d'Internet, on communique beaucoup plus rapidement et les rumeurs se propagent d'autant plus vite. Alors, une rumeur, c'est un bruit sans origine le plus souvent. Au moment où l'on la partage, on ne sait pas encore si elle est vraie ou fausse. Et si au final la rumeur est vraie, ça devient une information qui sera peut-être diffusée dans les médias si elle intéresse des gens. Et si la rumeur se révèle inexacte et qu'elle est démentie par plusieurs sources, alors ça aurait été une fausse information. Mais imaginons un peu. J'entends parler d'une rumeur, finalement on prouve qu'elle était complètement fausse, tous les médias affirment que c'était faux, mais moi je continue à penser que cette histoire était vraie et que la version officielle est un mensonge. Attention le cliffhanger. Voilà, petite pause. Attention le cliffhanger. On a déjà de très jolis éléments. On reparle de version officielle. Vous voyez, pour ça que je vous embête à lister plusieurs séquences, mais que vous puissiez bien comprendre quelles sont vraiment les structures narratives du discours anticomplotiste aujourd'hui. Parce qu'on a des éléments qui reviennent à chaque fois et qui permettent de donner à peu près corps à une définition, qu'on va s'amuser à déboîter juste après, à la lumière de l'article de Philosophie Magazine. Donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous êtes entre les mains d'un professionnel, comme disait mon proctologue. Donc, on a cette notion de version officielle, on a cette notion d'accélération des rumeurs ou fake news, on l'a expliqué, avec Internet. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'avec Internet, on applaudissait des deux mains, et on le faisait même aujourd'hui. Par exemple, Wikipédia qui ouvrait une somme de connaissances jamais vues dans l'histoire de l'humanité, et finalement, c'est ça qui fait que les gens deviennent des abrutis. Paradoxalement, on n'a jamais eu autant accès aux médias, et pourtant, il n'y a jamais eu autant besoin de débunker des choses. Et la faute serait liée effectivement à l'essor d'Internet, à YouTube, à des choses comme ça et tout ça, qui ont multiplié le problème, le risque de mensonges, de fake news et tout ça. Alors, et ça vient de gens qui doivent leur carrière à ces mêmes réseaux sociaux et à ce même Internet. Julien Pin sans Internet, c'est un boulanger dans le Val-de-Marne. Donc, voilà, c'est pas évident, mais je veux dire, il faut quand même résumer la chose. Donc, on a l'accélération d'Internet, on a la version officielle, et on a la notion de doute. Et ça, c'est bluffant. La zététique, c'est l'art du doute. D'après Thomas Durand, la tronche en biais. Bon, alors apparemment, l'art du doute, mais avec une frontière. C'est-à-dire que c'est une sorte de cheval sauvage dans un enclos. Parce que, on t'a dit, en fait, la zététique, si je comprends bien, c'est l'art de douter avant la version officielle. Si tu doutes de la version officielle, ça, c'est du complotisme. Voilà. On essaie un petit peu de délimiter le sujet. Bienvenue dans la théorie du complot. On continue. Cette expression, théorie du complot, elle apparaît pour la première fois dans un article du Monde en 1966 au sujet du président Kennedy, assassiné 3 ans plus tôt. L'enquête avait alors conclu que le coupable s'appelait Lee Harvey Oswald et qu'il avait agi seul. Mais très vite, d'autres théories font leur apparition. Certains supposent que c'est l'extrême droite qui avait commandité le meurtre. D'autres impliquent la mafia, mais aussi la CIA, Fidel Castro, le concurrent à la présidence Lyndon Johnson, ou bien encore des extraterrestres. Des extraterrestres. Évidemment, Kennedy allait révéler leur existence, donc ils l'ont fait taire, quoi. Ils l'ont fait disparaître, c'est logique. Bon. Mais le point commun de toutes ces théories, c'est qu'elles partent toutes du principe que l'explication officielle qui dit que Kennedy a été assassiné par un homme seul est un mensonge. Pour un partisan de la théorie du complot, tout le monde essaie de cacher la vérité, les médias, les gouvernements, les sociétés secrètes qui sont censées gouverner le monde. Bref, tout est mieux à croire que la version officielle, même si ça implique des aliens. Et sur Internet, des théories du complot, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser, et on tombe dessus même si on n'a rien demandé. Regardez, je vais sur YouTube, je cherche des vidéos sur les attentats du 13 novembre 2015, vous savez, les terrasses et le concert du Bataclan. J'ai à peine tapé attentat B que YouTube me suggère attentat Bataclan complot. Ah bah, la version me suggère, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, donc après, ça va lister, si vous voulez, les différents complots. Alors, là encore, on résume, et c'est là où on commence à toucher les limites du sujet qu'on va déboîter. Alors, on va essayer de déboîter, j'ai pas la prétention, attention, qu'on va essayer de déboîter après. C'est que, pourtant, et ce qui est très intéressant, c'est que l'ami Latron Chambier et Julien Pin donnent un exemple qui est extrêmement intéressant, qui est celui de l'assassinat de Kennedy, qui, encore aujourd'hui, suscite les questionnements, suscite les doutes, suscite des enquêtes, même aux États-Unis. Et d'ailleurs, surtout aux États-Unis. On a une version officielle, mais comme le mot veut le dire, la version officielle n'est pas le fin mot de l'histoire. Combien d'histoires, notamment en matière criminelle, ce qu'on appelle les cold cases, par exemple les assassinats, les disparitions mystérieuses qui n'ont pas été réglées pendant
des décennies, ou alors qui ont eu une version officielle, c'est-à-dire où l'enquête a dit « bon ben c'est comme ça, donc version officielle on arrête », et combien de cold cases se sont rouverts et ont été réglés et ont permis de mettre en prison, ou en tout cas d'inquiéter des gens qui n'étaient pas visés par la version officielle. Donc ce qui est hallucinant, c'est que ils donnent en plus le parfait contre-exemple de leur boulot. C'est-à-dire que leur boulot ne sert à rien dans la mesure où ils se basent sur une version qui, dans certains cas, est une version officielle certes, mais pas définitive. Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui parle de Notre-Dame, absolument. Notre-Dame, rappelons quand même que l'enquête est encore en cours. Alors oui, on a une version officielle, mais cette version officielle est celle du gouvernement en place et ou des médias, selon les événements. À moins de considérer que les médias fixent la version officielle. Et là, on comprend déjà quel est le rapport, quelle est la position de nos amis débunkers, fact-checkers et compagnie. Et c'est vrai que je crois bien que c'est leur position. Je crois bien que c'est leur position pour cette séquence que vous connaissez sûrement. Hein, je l'aime beaucoup, je vais me la faire tatouer sur le cubitus. Présente des faits de manière objective, ou bien de quelqu'un qui vous donne son opinion et qui présente qu'un aspect du sujet. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Alors, face à une théorie du complot, essayez de pousser la logique jusqu'au bout. Est-ce que l'argumentation tient la route? Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Si aucun journal, aucun média en gros n'a parlé d'une info, c'est que probablement elle est fausse. Circuler, il n'y a rien à voir. Au moins le message est clair. On ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur enlever ça. Le message est clair et c'est imparable. C'est imparable. C'est-à-dire que déjà, niveau 1 de l'escroquerie, si ça n'est pas dans les médias, par choix éditorial, parce que les médias peuvent ne pas parler d'un sujet, si ça n'est pas dans les médias, c'est que probablement c'est faux. Et que presque, si on pousse le raisonnement, l'information n'existe pas. Si elle n'a pas pris corps dans les médias, c'est que quelque part, elle n'existe pas. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, on est en train de comprendre. Alors, je serais ravi d'avoir leur justification là-dessus, à nos amis fact-checkers. Donc, je ne veux pas leur mettre des propos dans la bouche. Hein. Bien sûr, je les laisse arbitre de cela. Mais j'ai quand même l'impression que, finalement, la version officielle, quand on les voit dire « si ça n'est pas dans les médias, c'est que ça n'est pas vrai », probablement, il dit probablement, il faut le souligner. Déjà, quel est le rôle du politique là-dedans? Parce qu'une version officielle, je pensais que jusqu'à présent, elle émanait au moins du politique. La notion même de version officielle est scandaleuse, mais au moins qu'elle arrive du pouvoir en place. Là, nos amis fact-checkers sont en train de donner un blanc-seing aux médias. Donc la version officielle viendrait des médias. Là, par contre, je commence à avoir un affreux doute. Parce que ça ne repose sur rien, si ce n'est sur leur volonté propre de s'approprier le réel. Et là, ça coince. Ça coince un petit peu. Donc, les amis Julien Pain et La Tronchambier, qu'on embrasse, bien évidemment. Et le problème, c'est qu'on ne pourrait pas finir la liste de nos spécialistes du fact-checking sans aller voir ce que nous dit Rudi Reichstadt. C'était dans une conférence TEDx qui date très exactement de dire un an environ, 26 octobre 2021. Là encore, on va se mettre un petit extrait. Je vous donnerai toutes les sources, hein, bien sûr, là-dessus, pour que vous puissiez tout consulter, prendre la vérité, hein, parce que ça c'est officiel. Moi, je suis pas officiel. Ouais. Je vous préviens, hein, tout ce que je vous dis, c'est de la merde. Moi, je suis pas officiel. Je ne prétends pas donner de version officielle. Voilà. Et voilà ce que nous dit Rudi Reichstadt sur la question. Oui, mais à un moment où on en parle de plus en plus de ces théories du complot, du complotisme, du conspirationnisme. Alors évidemment, c'est pas nouveau. Des théories du complot, on en connaît tous. Il y en a sur des événements historiques. Le 11 septembre, dont on fêtait le triste 20e anniversaire récemment. Mais la Révolution française aussi, les deux guerres mondiales, tous les événements marquants en général. Il y en a sur des technologies, des théories du complot. La 5G, les vaccins ARN messagers, etc. Vous en avez sur des phénomènes naturels ou physiques, comme par exemple les traînées blanches que les avions laissent dans le ciel après leur passage, et des théories du complot là-dessus. Puis vous avez des théories du complot qui réinterprètent radicalement ce que nous croyons être la réalité, par exemple sur la forme de la Terre qui est sous nos pieds, des théories du complot qui peuvent porter sur des entités,
Big Pharma, on en a beaucoup entendu parler. On passe un peu, parce qu'il donne des exemples, et c'est vrai que fondamentalement, on s'en branle. La violence, et avec le pouvoir. L'individu accusé de quoi? De comploter, c'est-à-dire de se livrer à un acte foncièrement malveillant, répréhensible, sinon légalement, du moins moralement. Et pour cette raison-là, le complotisme est un sujet qui a une dimension politique, éminemment, irréductiblement politique, qui a un rapport avec la violence et avec le pouvoir. Et c'est aussi la raison pour laquelle le complotisme a toujours été utilisé et continue d'être utilisé par des démagogues pour flatter le peuple, pour lui désigner des boucs émissaires à stigmatiser, à persécuter, par des régimes autoritaires aussi pour disqualifier leurs opposants, la cinquième colonne, etc., l'ennemi de l'intérieur, et aussi... Là, c'est très intéressant. On a Rudi Reichstadt qui nous donne un élément qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On a une petite liste qui commence à être bien fournie. C'est pas encore un buffet illimité en zone périphérique, mais on n'est pas loin. On a eu donc la psychologisation de l'adversaire. Le complotiste, c'est celui qui est quasiment parano, voire parano. On a eu la notion de version officielle, fixée par les médias. Donc, au moins, c'est clair, ce qui n'est pas dans les médias n'a pas voix au chapitre. On a eu le risque Internet comme accélérateur de particules pour le complotisme. Et là, Rudi Reichstadt nous donne un élément qui est très intéressant, vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, s'il ne parlait pas de complotiste, on ne saurait pas, de complotiste ou anti-complotiste, on ne saurait pas. Il parle du complotisme comme d'une arme politique, d'une certaine manière. C'est-à-dire le complotisme qui vient désigner des adversaires pour les mettre de côté, pour les vilipender, pour... voilà, dans les termes qu'il utilise, on les remet, je ne veux pas trahir la sainte parole. Le complotisme a toujours été utilisé et continue d'être utilisé par des démagogues pour flatter le peuple, pour lui désigner des boucs émissaires à stigmatiser, à persécuter. Voilà, désigner des boucs émissaires à stigmatiser, à persécuter. Cette phrase, elle est très intéressante, parce qu'elle nous vient de quelqu'un qui a participé dans l'équipe, la belle équipe des fact-checkers, à pointer du doigt les non-vaccinés, entre autres, ou les non-masqués, ou d'autres. Et si là, on n'a pas eu de logique de bouc émissaire, je ne sais pas ce que c'était. Je ne suis pas spécialiste du règne caprin, mais il me semble qu'on est quand même un tout petit peu dans la désignation d'un bouc émissaire. Et plus largement, le complotiste devient un bouc émissaire aujourd'hui. On a un renversement de la charge qui est très intéressant. En matière juridique, là, c'est du plaisir, quoi. Là, c'est vraiment du plaisir. On t'a volé ta bagnole, mais c'est le voleur qui te reproche de ne pas avoir nettoyé les sièges. Donc, je ne suis pas vraiment à l'aise sur cette dynamique-là, mais c'est très intéressant de voir au moins la dynamique politique qu'il y a dans le fact-checking. Mais on ne va pas faire 15 heures là-dessus, parce qu'on va arriver vraiment à l'article dont je voulais vous parler. Et là, prenez des notes. Prenez des notes. C'est un article, comme je vous l'ai dit, qui est sorti dans le Philosophie Magazine de mai 2023, donc ce mois-ci, un article, il me semble, qui est signé par Alexandre Lacroix, qui est le rédacteur en chef de Psychologie Magazine. Il me semble que c'est lui qui signe cette introduction, je crois. L'article est ici même, je vous le montrerai là. Là, accrochez-vous, parce que là, ça va être du plaisir. Là, ça va être du vrai plaisir. Alors, moi, j'ai lu ça dans le train ce week-end et je le trouve fondamental. Je vais l'encadrer et le foutre dans ma chambre parce que on a une vraie réflexion sur le complotisme, mais une réflexion qui ne sert pas à vendre des bouquins à la con publiés chez Grasset, toute ressemblance avec une situation réelle et purement fortuite. On a un vrai article de fond qui s'empare de la question du complotisme et qui propose une alternative face aux dérives que l'on constate des deux côtés. Donc, il y a tout un dossier sur le complotisme dans Philosophie Magazine, décidément, avec des articles, pour le coup, que j'ai peut-être un peu moins aimés, mais qui ont mérite d'être dans la revue. On pourra aussi reprocher au dossier, d'ailleurs, de réfléchir sur ce qu'est le complotisme sans donner la parole à des gens qui sont considérés comme complotistes. Donc, on a une sorte d'entre-soi, même sur l'article qui conclut le dossier, qui est un échange entre deux personnes qui sont globalement d'accord. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais à mon avis, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Non, mais il faut être vulgaire, parfois il faut reconnaître les choses. Et là,
on a une notion, tout de suite, je vous la donne. Vous savez, complotisme, maintenant, c'est la carte fastoche. Vous arrivez à la maison, on dit, ouais, t'es vacciné, toi? Non, je sais pas, j'avais pas le temps. Enfin, enfin bref, chacun ses raisons, on s'en fout. Tu vois. Ah, t'es complotiste. Et là, tu sais pas si tu vas avoir droit au merguez. Parce que c'est barbecue, on est dimanche, il fait beau. Si t'as l'oncle que t'as pas vu depuis 14 ans, déjà il pue de la gueule parce qu'il te parle à 50 cm, déjà t'en as un petit peu marre. Tu sens que si t'attaques tout de suite complotiste, qu'est-ce que tu peux répondre? Sinon, bon allez Denis, recule parce que je vais te péter les genoux. Ce qui ne facilite pas les relations humaines, qui ne fluidifie pas le repas de famille. Je veux dire, tu pourras mettre 4-5 bouteilles de pinard derrière, on va pas y arriver. Et on a dans ce document une notion très intéressante qui est le dubitationnisme. Ça met des mots un petit peu compliqués, mais d'entrée de jeu, vous l'avez vu, hein, c'est le début de l'article, on a le chapeau, c'est le premier paragraphe. On a l'auteur de cet article qui pointe du doigt, qui donne cette définition-là. Le dubitationnisme consiste à douter de la version officielle des événements sans avoir de certitude sur ce qui s'est réellement passé. Donc il l'intègre dans une narration, il fait un rapport avec une situation dans un repas où il discute avec quelqu'un qui lui parle de est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune, tout ça. Je vous ai mis en évidence plusieurs passages. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à acheter la revue, bien sûr, j'en fais la pub volontiers, parce que je parle de leur article. Achetez le Philosophie Magazine de ce mois-ci, mai 2023. C'est vraiment très chouette pour réfléchir sur tout ça. Je vous donne les meilleurs morceaux, mais bien sûr, il faut faire la pub. Bien évidemment, il faut faire la pub. Et là, donc, on parle bien de dubitationnisme. On n'est pas sur l'escroquerie de la zététique, si vous voulez. Non, ça, c'est non. Et derrière, vous avez une explication plus large sur cette notion-là. Par opposition au dubitationniste, le conspirationniste passe un cap. Il ne se contente pas de douter de la version officielle des événements, mais en attribue l'origine à des groupes occultes. Un jour, mon fils de 13 ans est revenu au collège en parlant des Illuminati. Il donne tout un exemple sur l'histoire des Illuminati, où il explique. Et déjà, cet article est vraiment précieux intellectuellement, parce que il s'empare, par exemple, de la théorie du complot, on va dire, qui est celle des Illuminati. Il s'en empare et il explique. Il explique pourquoi on peut se permettre de dire, bah, attention, on peut douter là-dessus. Il y a des éléments, à l'inverse quand même, de nos amis fact-checkers qui, la plupart du temps, se foutent de la gueule de ceux qui l'appellent les conspirationnistes et ou les complotistes. Et derrière, bubule. Derrière, il n'y a pas d'éléments. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, ma chemise est bleue, mais à un moment donné, il faut m'en mettre une autre à côté, il faut m'expliquer, il faut convaincre les gens. Il faut raconter quelque chose qui permet de leur faire accepter que oui, ils sont complotistes ou quoi. Mais dire ceci est bidon sans en apporter les preuves, intellectuellement, c'est un travail de bac à sable. Et là, pour le coup, l'auteur se refuse à cela, et on a cette notion de dubitationnisme, il va jusqu'au bout, on continue un petit peu, et il y a un passage qui est extrêmement intéressant, et c'est tout ce qu'on vient de se dire, en fait, sur comment est traitée la question du complotisme dans les médias. Qu'aujourd'hui, on l'a vu, on a des choses qui vont quasiment jusqu'à l'insulte parfois, on a de la psychiatrisation, c'est-à-dire qu'on sous-entend que les complotistes, en fait, sont des paranoïaques, donc ils n'ont pas la pleine possession de leurs moyens intellectuels. On a des choses très lourdes, et l'auteur de cet article, justement, le pointe du doigt. Il dit « Cependant, j'avoue ne pas être à l'aise avec la manière dont on traite en général la théorie du complot dans les médias. D'abord, on amalgame trop souvent dubitationnisme et conspirationnisme. Or, le premier me paraît défendable et assez sain. Avoir un certain niveau de défiance vis-à-vis du gouvernement ou des multinationales me paraît moins délirant que de leur accorder une confiance aveugle. » Et c'est très intéressant parce que cet article, et là on est dans l'esprit juste milieu, vous me voyez venir, cette notion de dubitationnisme pose, plutôt qu'un no man's land où tout le monde se tire dessus, on a une table de bistrot où tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on a les moins extrêmes de la zététique qui peuvent se dire, bah, effectivement, nous on est là pour douter de manière générale, c'est-à-dire que douter pour s'arrêter à la version officielle, ça n'a aucun intérêt. En revanche, de l'autre côté, on a aussi des complotistes ou jugés complotistes parmi les moins extrêmes, qui peuvent se dire, non mais, moi effectivement, sur le vaccin, j'ai un doute. Sur le vaccin, je comprends pas trop, déjà on m'explique pas tout à la télé, je comprends rien, faut le faire, faut pas le faire, il y a des trucs qui me semblent bizarres, mais non, j'en sais pas beaucoup plus, tu vois. Là, on peut se retrouver sur ce terrain du dubitationnisme. Alors, ça fait encore un mot savant, peut-être pour pas grand-chose, mais pour le coup, je trouve qu'on invente plein de mots qui servent à rien, mais celui-là me plaît beaucoup, parce qu'il permet de créer un juste milieu d'équilibre, un point d'équilibre, entre des gens qu'on tente d'opposer. Je vois pas quelle est la différence, théoriquement,
entre les zététiciens et les complotistes, qui sont déjà des cases un peu bidons, qui n'ont pas franchement de structure intellectuelle, mais c'est pas grave. Alors que sur ce terrain du dubitationnisme, qui n'oblige pas à l'accord, qui n'oblige pas à l'entente, et déjà c'est une victoire, c'est un début de victoire. Donc, j'aime beaucoup cette notion-là, et on continue. Et en plus, l'auteur qui écrit cet article, évoque Rudi Reichstadt. Il y a des petites pincettes, mais c'est intéressant, parce qu'il pointe du doigt le fait qu'il y a aujourd'hui une sorte de violence intellectuelle dirigée contre les complotistes, qui sont plus ou moins des benets, prêts à accepter n'importe quoi, alors qu'on leur dit que c'est pas vrai, sans leur en donner les preuves, mais il y a une forme de violence. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, Et l'auteur nous dit, déjà cite une phrase fondamentale de Julian Assange, que vous connaissez bien sûr, à qui on envoie notre soutien bien sûr. Lorsqu'on l'interrogeait sur les théories selon lesquelles la CIA aurait organisé les attentats du 11 septembre, Julian Assange a eu cette réponse vertigineuse: « Je ne comprends pas pourquoi les gens se passionnent pour de faux complots alors qu'il en existe tant de vrais. » Et c'est vrai que là, on a peut-être la définition parfaite du dubitationnisme. C'est que ça remet vraiment tout en place. Ça remet toutes les pièces du puzzle en place, dans la mesure où le complotiste est celui pour qui il n'existe que des complots, le fact-checker est celui pour qui il n'existe aucun complot. Et le terrain du dubitationnisme, c'est celui-là. C'est de dire, attention, tout n'est pas complot, mais tout n'est pas que version officielle. Et on est vraiment sur une définition fondamentale. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me plaît bien, parce que qui est en lien avec la définition même de juste milieu chez Aristote. On va en parler d'ailleurs juste après de Aristote, hasard ou pas. Mais j'aime beaucoup cette idée-là. Et franchement, je suis très heureux de vous parler de ça et de prendre un petit peu le temps, parce que j'ai appris ce week-end, comme quoi il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'ai appris ce week-end tout ça, je l'ai vraiment beaucoup bossé parce que ça m'a passionné, et je trouve que c'est un réacteur supplémentaire à mettre dans notre travail en tant que créateur et en tant que spectateur. Voilà, tout ce qu'on fait ensemble, les amis, tous ensemble, ben on a, si vous voulez, avec cet extrait que je vais vous proposer, on a une sorte d'armure supplémentaire. C'est-à-dire que on est en train de découvrir, enfin j'ai découvert, c'est bien d'apprendre tout le temps, c'est pour ça qu'on est là, de découvrir un angle supplémentaire pour percevoir le monde dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'on tape sur la gueule, on dit « Ah, complotiste, certains se targuent même. Hein. Il y a plein de collègues qui disent « Moi j'assume, je suis complotiste, je m'en fous de ce qu'on dit et tout. » En fait, là, on a le pas de côté. De dire « Non, attention, je suis pas complotiste à penser que tout est complot. Attends, je suis pas non plus Julien Pain à gober toutes les versions officielles. Il y a un truc au milieu. On se calme, on s'assoit, on discute et on fait le tri. » Et c'est vraiment ce que propose l'auteur avec cette citation formidable de Julian Assange. Et il continue en évoquant Rudi Reichstadt, il dit il est fréquent que les conspirationnistes soient traités avec condescendance, voire avec une dose plus ou moins inconsciente de mépris social. Ça, c'est un élément très intéressant. Pour Rudi Reichstadt, créateur du site Conspiracy Watch en 2007, il convient de mener un combat contre les conspirationnistes. Ce seraient soit des imbéciles, soit des malveillants racistes et antisémites, soit des manipulateurs intéressés, à l'image de l'américain Alex Jones, qui a fait fortune grâce au réseau Infowars. On comprend que Rudi Reichstadt soit si sévère. Depuis 12 ans, il reçoit insultes et menaces de mort, comme il l'explique dans son récent récit Au cœur du complot chez Grasset. Pourtant, ni Federico ni mon fils ne correspondent au sombre tableau qu'il dresse. Chez Federico, il y avait, c'est ce que je vous disais, l'histoire dans son repas où quelqu'un lui parle de est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune. C'est ce fameux Federico. Il y avait l'envie de titiller, de lancer une conversation sur un sujet pop chez mon fils, qui lui parle des Illuminati. Il y avait de l'excitation de partager avec les copains une autre vision du monde que celle des profs. Et là, c'est passionnant. Et je trouve vraiment un immense coup de chapeau à cet auteur. Je crois que c'est Alexandre Lacroix, mais il faut que je creuse la chose. Je vous mettrai en description de la vidéo. Là, on touche là aussi à quelque chose de fondamental. C'est que l'auteur n'hésite pas à dénoncer cette certaine forme, plus ou moins inconsciente, comme il dit, de mépris social. Et c'est vrai que quand on voit nos amis fact-checkers et les inféodés qui déboulent dans les médias, souvent ils ont des statistiques, l'IFOP, l'IFRAP, l'Institut de statistique de ma grand-mère en string, enfin, ils sont là et ils disent « Ah bah c'est marrant parce qu'en fait on s'est rendu compte que d'après les couches sociales, le complotisme touche plutôt les classes peu éduquées et d'extrême droite. » Vous l'avez déjà entendu, je peux vous trouver des articles là-dessus. C'est soit ou les classes un peu éduquées ou même très éduquées parfois, ça dépend. Mais souvent l'extrême droite, on dit c'est l'extrême droite. Tu vois. Et personne ne pense à pointer du doigt à ce moment-là, effectivement, le mépris social de cette grille de lecture
du complotisme, cette cartographie du complotisme. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça vient renforcer une lutte politique qui au départ n'a rien à voir. On en parlait tout à l'heure avec cet épouvantail, ce barrage au fascisme, où, hasard ou pas, je ne sais pas s'il y a complot, je suis dubitationniste, donc j'en sais rien moi, mais je doute. Hasard ou pas, ce nouvel angle d'attaque lié au complotisme, en disant ça vient surtout d'extrême droite, il renforce une lutte qui était déjà en place. Donc c'est très intéressant, et l'auteur rappelle que porter attention à un complot n'est pas nécessairement se l'approprier, l'intégrer et penser qu'il est qu'il est vrai, qu'il est véridique. On peut évoquer un complot par goût comme ça du danger, par goût comment dire, du hors-piste, quoi. Par goût du hors-piste, pour impressionner la galerie, pour rigoler. Et ce qui est fort chez les anti-complotistes, les fact-checkers, c'est qu'ils refusent absolument ce pas de côté. Ils refusent de croire que l'on peut parler de complotisme sans être un complotiste. Et c'est là où je ne ferai pas ce procès-là, qui est effectivement méprisant du niveau d'éducation ou du niveau intellectuel, mais je me pose la question. Si on n'arrive pas à distinguer dans la masse, je ne déresponsabilise pas tout le monde. Il y a bien sûr il existe des complotistes purs et durs, ça on est bien d'accord. Mais il y a aussi des gens qui font ça avec un recul, avec une intelligence. Alors, si en face, on ne comprend pas ça, je ne sais pas qui est le plus con des deux. Tu vois. Donc, on continue parce qu'il y a énormément de bonnes choses dans cet article. Hein. Il évoque Gérald Bronner dont on parlait. Ça pointe du doigt le fait que lui, Gérald Bronner, est plus sur une approche sur des failles cognitives, sur des biais d'intentionnalité, des choses comme ça. Et il y a cet extrait, donc cette approche sur les biais cognitifs. Cette approche est fructueuse, mais elle néglige le fait que tous les gens qui likent ou partagent des contenus conspirationnistes ne sont pas conspirationnistes, de même que tous ceux qui envoient des cartes postales de mauvais goût n'ont pas forcément mauvais goût. Il faut aussi compter avec le plaisir de la blague, de la contestation, le second degré. Donc, effectivement, l'exemple est porteur, on le comprend tous. Votre ami sympa qui vous envoie une carte postale de Saint-Tropez avec une meuf avec des énormes nibards, vous comprenez bien qu'il y a signé Jean-Jacques en bas de la carte, il ne s'est pas fait poser des énormes nibards. Vous avez bien compris qu'il y a le second degré d'une carte postale où on voit une femme à moitié nue. C'est de bon goût, c'est pas de bon goût, chacun fait son truc, mais Jean-Jacques, il a toujours pas une paire de nibards. Tu vois. Et bien malheureusement, si on doit filer la métaphore jusqu'au bout, nos amis fact-checkers pensent que, parce que vous n'allez pas parler d'une théorie du complot, en fait, vous avez des énormes nibards. En fait. Vous vous dites, ouais, le 11 septembre, quand même, c'est chelou. Ah ok, donc en fait, t'es complotiste, en fait, tu penses qu'il n'y a pas eu de tour. En fait, tu penses que New York, ça n'existe pas. Donc, c'est complexe. C'est complexe, tu vois. Et donc l'auteur nous dit ça. Et il y a un élément aussi très intéressant. On pourrait tout décortiquer, mais je vous donne vraiment tous les passages qui m'ont marqué. C'est le Philosophie Magazine de mai 2023. Il y a 2491 qui le demandent dans le chat. Il y a la notion d'histoire aussi. La notion d'histoire. L'auteur nous dit, pour ma part, je pense qu'on ne peut comprendre le succès des théories du complot qu'en les créditant de ce qu'elles sont, du moins pour certaines, de bonnes histoires. Les humains aiment qu'on leur raconte des histoires, tout comme ils aiment en raconter. Il y a effectivement ça qui est très important, qui est très 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 important. Il y a cette notion d'histoire, de narratif. C'est-à-dire qu'on peut refuser des éléments narratifs ou en accepter, mais l'homme a besoin d'histoire. C'est depuis l'aube de l'humanité, depuis l'allégorie de la caverne de Platon, qui est un des éléments fondamentaux de la philosophie antique. Cette petite histoire, pour vous la faire courte, hein, vous la connaissez peut-être, c'est une histoire qui nous raconte qu'il y a des hommes enchaînés dans une grotte, enfin dans une caverne en l'occurrence. Ils sont en contrebas de la caverne, et donc ils sont attachés. Ils ne peuvent pas se tourner, ils sont bloqués, ils regardent le fond de la caverne, d'accord? Et donc ils sont en contrebas comme ça, si vous voulez. Et là, au-dessus, vous avez un chemin qui passe comme ça, des gens qui se promènent, et le soleil fait que l'ombre de ces gens se reflète sur le mur du fond de la caverne. Et donc le réel des prisonniers qui sont attachés, leur réel, c'est de voir les ombres qui passent sur le mur du fond de la caverne. Donc, un jour, il y en a un dans ces prisonniers qui arrive à se libérer. Il y arrive, et donc il se dit, bon, bah, je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais me tirer de la caverne. Il y a peut-être un kebab pas loin, on n'a pas bouffé depuis 50 ans. Si je peux reprendre un peu du poil de la bête, c'est pas mal. Alors ça, c'est ma version hein, sur les dialogues. Platon, c'était pas le dialoguiste du siècle.
Donc le gars arrive à se tirer, il sort de la caverne, donc vous l'avez compris, comme la caverne est en contrebas, il y a une sorte de chemin qu'il fait petit à petit. C'est difficile pour lui parce qu'il a la lumière du jour qui est beaucoup plus aveuglante, donc il a du mal à arriver à l'extérieur, à voir petit à petit, à s'habituer en fait à la lumière de l'extérieur. Et il se rend compte, en fait, il sort, il arrive, ça y est, il s'habitue avec ses fracas, il a du mal, il chiale, tu vois. Et il se rend compte qu'en fait, les gens qui passent devant la caverne sont des gens qui portent des chapeaux avec des petites statuettes qui représentent des choses bizarres, qui ne sont pas forcément des formes humaines, qui représentent des formes bizarres. Et là, il se rend compte que ce qu'il considérait être le réel depuis le début de son existence, c'est-à-dire ce qu'il voyait sur le fond de la caverne, ça n'était en fait que le reflet des petites statuettes, ça n'était que le reflet des chapeaux. Et il comprend que le réel qui est à l'extérieur de la caverne est complètement différent. Complètement différent. Donc là, il se dit, bon, bah, foutu pour foutu, moi apparemment, ça y est, j'ai compris que la version officielle, c'était pas forcément ça. Il redescend dans la caverne. Stéphane Thierry, au rapport, parce qu'en fait, j'ai réussi à filer, on s'est bien fait baiser. Hein. Ouais, ce qu'on voyait, les formes bizarres, non, c'était pas Roselyne Bachelot. En fait, on est sur des vrais humains. C'est des vrais gars, 2 pattes, 2 bras. Ils marchent, ils vont au marché. Il y avait des poireaux. J'ai vu des poireaux, Didier. Et ses potes, non, je fais des blagues, mais c'est vraiment la version. Enfin, vous lirez, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, vous pouvez regarder. Hein. Ses autres potes dans la caverne lui disent, bah écoute, Francky, c'est super ce que tu as vu, mais en fait, nous, le réel, c'est ça. Et on refuse, en fait. On refuse de voir un autre réel. Et ils vont tuer ce mec. Ils vont le buter. Celui qui a réussi à s'évader, ils vont le buter. Et donc, cette allégorie de la caverne, je vous raconte une petite histoire, mais pour illustrer, en fait, ce besoin que les humains ont, ce besoin qu'on plaque de la normalité sur l'incompréhensible. Et c'est l'évolution d'un humain tout au long de sa vie. Et notre rapport à l'actualité est aussi là-dedans. C'est-à-dire que quand on vous dit, on va prendre un exemple clair, ça va faire bondir nos amis fact-checkers, mais tant pis. Quand on vous dit, bon, l'huile essentielle de menthe poivrée, attention pour les femmes enceintes, c'est dangereux. Par contre, un vaccin à ARN messager, vous pouvez y aller plein gaz. D'ailleurs, regardez, Olivier Véran le fait sur Olivia Grégoire, une femme du gouvernement, devant les caméras. Il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Il y a un narratif qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la personne, elle a un truc de menthe poivrée, elle voit le vaccin, elle a écouté ce que lui a dit BFM TV, c'était un truc novateur, c'est super, c'est machin et tout. La menthe poivrée, c'est pas possible, le vaccin, c'est pas possible. Donc à partir de là, on a besoin de plaquer une histoire pour qu'il y ait une cohérence entre tout ce qu'on nous dit. Le combat des fact-checkers, c'est de vous dire, mais en fait la cohérence, c'est ce qu'on vous a dit sur BFM TV. Donc si vous sous-entendez qu'il y a un problème, c'est que vous êtes complotiste. Donc le fact-checking, d'une certaine manière, c'est l'acceptation de l'absence de la cohérence, l'absence de cohérence. Et le complotisme, c'est la volonté à chaque fois de plaquer de la cohérence, quitte à réunir des indices, quitte à réunir des éléments qui n'ont rien à voir entre eux. Mais c'est pas grave. L'histoire des 20 minutes de George Bush, par exemple, le jour de l'attentat du 11 septembre. C'est-à-dire que il a passé 20 minutes alors qu'il y a eu l'attentat, donc ça veut dire qu'il le savait, donc machin. Le complotisme poussé à l'extrême, c'est ça. C'est-à-dire que tout fait sens. Il pleuvait sur la Bretagne, donc c'est les chemtrails. Donc, qui dit chemtrail, dit le débarquement, en fait, c'était pas des Américains, c'était des Moldaves. Enfin, et là, on a 2 extrêmes. Et le dubitationnisme vient nous sauver la vie. C'est l'acceptation à la fois de la narration, du besoin de la narration, mais avec des éléments qui nécessairement doivent faire sens et doivent pouvoir être renseignés, être précisés, être sourcés. Donc, c'est un savant équilibre des deux. Et c'est vraiment le dubitationnisme. Je me suis emballé sur l'allégorie de la caverne, mais vous avez compris le sens du bazar. Donc, on continue, parce qu'il y a un élément très intéressant aussi, on continue un petit peu, vous dites dans le chat si vous en avez marre, vous dites en commentaire si ça vous fait chier ou pas, moi je vous avoue, c'est du petit lait, hein. On a trouvé un nouveau réacteur à la logique de juste milieu, donc j'espère que ça vous plaît, vous dites si je suis chiant, si vous voulez que j'explique des choses différemment, vous le dites. On continue sur l'origine de ce besoin de narration, parce que ça vient pas comme ça. On est sur des questions presque anthropologiques. Hein. Ce qui est sympatoche dans la philo, c'est que c'est pas un livre de Bruno Le Maire. Tu vois. Ça ne te parle pas d'un renflement brun d'un anus. Personne ne connaît ça. Tu vois. Personne te dit dans la vie, je suis dilaté comme jamais. Tu vois, même Maître Gims, il avait dit sapé comme jamais. Donc tu vois, c'est que vraiment personne ne dit ça. Donc ce besoin en narration,
ne vient pas de nulle part. C'est ce que nous dit le livre, ce que nous dit l'article, en citant un livre de Luc Boltanski qui s'appelle Énigmes et complots, qui était chez Gallimard en 2013, si vous avez l'occasion. Les États-nations occidentaux, lorsqu'ils ont pris leur essor au XIXe siècle, ont peu à peu revendiqué le monopole des représentations correctes de la réalité. Les chercheurs sont devenus des fonctionnaires au sein des grandes universités, la liberté d'expression a été garantie, mais aussi encadrée, un certain nombre de lois sur la liberté de la presse ont été promulguées, des récits historiques nationaux ont été consignés dans les manuels, un enseignement obligatoire a été délivré à tous. Or, parallèlement à cette unification et à cette rationalisation des représentations du réel, un genre littéraire a explosé, le roman, et notamment le roman à énigmes. Ainsi, plus les dirigeants politiques et économiques ont prétendu détenir le vrai, plus le public s'est montré attiré par les labyrinthes de l'imaginaire et les fictions mystérieuses. On ne peut pas mieux dire, en fait. On ne peut pas mieux résumer l'évolution de ce besoin de narration, ce besoin d'histoire, ce besoin de fiction. C'est-à-dire que même si il y a des zones d'ombre, où il y a des trucs ça colle pas, on le voit bien, 5G dans le vaccin, on a beau regarder toutes les vidéos YouTube du monde, on a beau tenter de lire des avis médicaux en anglais, je veux dire, la dernière fois qu'on a parlé anglais, c'était parce qu'on était à Port Aventura pour commander un Coca-Cola, et on savait même pas comment dire Coca-Cola, donc au bout d'un moment, il faut pas se mentir à soi-même non plus. Quand on veut à tout prix essayer de confirmer une théorie du complot, on atteint des limites, soit parce qu'on n'a pas assez d'éléments, soit parce qu'on ne comprend pas les éléments, soit parce que tout simplement ils ne sont pas cohérents. Mais tout ça répond à un besoin de narration qui s'explique par cette évolution historique, qui est celle de Luc Boltanski. C'est pas la vérité absolue, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant de constater que, parallèlement à la construction des États-nations, qui effectivement ont tout mis en œuvre pour avoir la mainmise sur la narration, parce qu'ils ont bien compris cela, c'est-à-dire d'imposer leur narration comme version officielle, tiens, on y revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parallèlement, les gens avaient besoin de s'évader, et avaient besoin de cette fiction, avaient besoin d'une lecture du monde qui n'était pas celle qu'on leur vendait dans la version officielle. Et c'est l'essor du roman. Effectivement, l'essor du roman au 19e, on se rappelle par exemple du roman de gare, quand il naît fin 19e en France, tout le monde se moque, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de roman, très peu. C'est-à-dire que le premier roman, c'est Cervantes au 15e siècle avec Don Quichotte, mais c'était déjà une révolution, et on se fout de la gueule du roman. Les gens veulent du réel, regardez en peinture, ça a été la même évolution d'ailleurs. C'était de la représentation. Petit à petit, bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, la tuile, on va vers d'autres domaines qui ne sont plus simplement figuratifs. Et en littérature, vous avez deux types qui à un moment donné vont dire, bon, vous êtes sympa avec votre essai, avec vos essais sur la biochimie et vos mémoires de Jean-Jacques du château du cul qui pète. Nous, on veut des romans. Nous, on veut s'évader un petit peu. Et ces deux mecs, qui étaient des bourgeois de la haute société parisienne, à ce moment-là, tout le monde leur a chié dessus. Et c'est marrant parce que leur nom, je suis sûr que vous le connaissez, c'était les frères Goncourt. Jules et Édouard Goncourt ont créé un prix pour essayer de pousser le bordel, tu vois. Et aujourd'hui, ces gars-là, c'est les tauliers. Le prix Goncourt, qui est un des prix littéraires les plus connus dans le monde entier. Donc, c'est très intéressant d'observer que l'intérêt pour le roman est parallèlement né avec cette volonté des États-nations de mettre la main sur le récit du réel. Et ça, c'est passionnant. Et c'est ce que relève l'article pour bien comprendre. Et d'ailleurs, la filiation avec ce qui se passe aujourd'hui est très claire. Regardez sur le Covid, regardez sur l'Ukraine, regardez sur plusieurs épisodes médiatiques importants que l'on vient de vivre. On a toujours des gens qui déboulent sur les plateaux et qui vous disent c'est ça. Voilà le cadre qu'on vous propose. Et si vous sortez de ce cadre, vous êtes complotiste, vous êtes dangereux, vous êtes machin. Donc, on ne va pas y arriver. Donc, on continue. Là, il y a beaucoup d'éléments de narration. Il donne des explications en s'appuyant sur différents livres, notamment sur la poétique d'Aristote, on en parlait là. C'est peut-être la partie un petit peu plus costaude, là, qui est un petit peu plus chaude de l'article, mais qui est très bien expliquée, très intéressante. On fait l'impasse dessus et on va aller vers la conclusion. Je voulais en revenir avec vous, qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit là. Il y a les éléments plus techniques qu'on vient de passer, mais je vous invite vraiment à acheter le Philosophie Magazine mai 2023 pour avoir cet article en entier, si vous avez envie de creuser le sujet. Et la conclusion, je vous la lis, c'est un résumé parfait de ce qu'on vient d'avoir. Ce qui est sûr, lorsque vous faites face à quelqu'un qui soutient une théorie du complot, il ne sert pas à grand-chose de lui dire qu'il a tort ou qu'il raisonne mal. Selon moi, il ne faut pas prétendre détenir la vérité et rejeter son interlocuteur dans l'obscurantisme ou la crédulité. Il faut être en mesure de lui opposer un récit plus convaincant que le sien.
C'est un pari en somme. Les bons comptes font les bons amis. Ça, et là, la conclusion, elle est belle. La conclusion, elle est belle. Je trouve qu'on est sur quelque chose de très sympa qui résume très bien ce qu'on vient de se dire ici. Donc, voilà un petit peu les amis, j'avais à cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment une autre manière, une autre paire de lunettes pour regarder ces questions de complotisme qu'on met en œuvre pour scinder la société, pour que les gens se mettent sur la gueule. Mais on voit bien en fait que, attention, 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 il y a vraiment une autre voie, tu as l'itinéraire bis, tu vois. Tout le monde va se bagarrer et nous, les amoureux du juste milieu, les dubitationnistes, on va totalement prendre la petite voie de secours. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire, vous partager aujourd'hui, les copains. N'hésitez pas si vous avez des questions pour creuser les réflexions. Bien sûr, on continue. J'espère que je n'ai pas été trop chiant, naturellement, que ça vous a plu. C'est l'idée parfois de creuser les sujets et enfin, d'une certaine manière, de creuser, comment dire, de creuser des réflexions qui ne font que renforcer le regard qu'on porte sur les sujets, en fait. C'est-à-dire que dans 2 semaines, je vais peut-être vous faire une vidéo sur l'Ukraine, mais vous allez comprendre que je suis dubitationniste, en fait. Et là, c'est plus pareil. Là, je peux plus me faire latter la gueule par fact-checker et tout ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai vu la lumière, quelque part. Pour moi, fact-checker et complotiste, c'est le même sont 2 revers d'une même médaille. De gens, en fait, qui, d'une certaine manière, prétendent détenir la vérité à tout prix. Quitte à pointer du doigt les adversaires, quitte à leur en mettre plein la gueule. Et si vous vous rappelez ce qu'on disait déjà au moment du Covid, on évoquait déjà ça. On évoquait déjà cette notion où complotistes et anti-complotistes prétendent la même chose, avec une qualité d'information identique. C'est-à-dire qu'au tout début du Covid, quand on disait, bon, par exemple, comment dire, le confinement sert à rien, il y avait les complotistes qui disaient ça sert à rien, faut surtout pas confiner. Et les anticomplotistes disaient si, il faut confiner, on peut pas douter de ce que dit le gouvernement. Sauf qu'à ce moment-là, les 2 parties avaient le même niveau d'information, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on avait juste ce qui transparaissait, ce qui dégoulinait de cet affrontement naissant, ça n'était que la volonté de mettre la main mise sur la vérité. C'est tout. Donc d'une certaine manière, on a un combat qui est identique. Ce sont des gens qui ne se battent pas comment dire, qui ne se battent pas pour faire la vérité. Ils se battent pour avoir la vérité. Et une fois que vous avez imposé cette position, que vous dites là, je suis le détenteur de la vérité, là vous pouvez dire n'importe quoi. Et là c'est à partir de là qu'intervient la version officielle, tant défendue par nos amis comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Donc, soyons prudents. Je le dis. Et on est ensemble depuis plus de 2 heures. Waouh. Ah, je suis rincé. Putain, je voulais rentrer faire du vélo. Ah, c'est pas ce soir que je vais décoiner le sanglier. Putain. Ah, ça m'a buté ces conneries. Il est 19h, con. Toujours pas à la baraque. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important. Franchement, je me suis fait plaisir. Les copains. Puis j'aime bien la philosophie. Je vous avoue, je suis un nul. J'apprends. Tu vois, la preuve, j'apprends. Je viens de vous raconter un truc que je viens d'apprendre. Donc, c'est pas... Là, j'ai pas la prétention, tu vois. Mais j'adore parler de ça. Et là, franchement, ça marmotte. Honnêtement, je vous dis un truc, ça reste entre nous. Parce que vous êtes toujours là. En même temps, je dis que je suis là depuis 2 heures, mais vous aussi. Franchement, ça m'a remotivé. Je te jure. Ça m'a remotivé, cette notion de dubitationnisme. Tu te dis, bon... tu sais, je joue au foot, mais en même temps, pourquoi je tape dans le ballon? Au bout d'un moment, c'est ridicule, tu vois. Alors, j'en étais pas là. Mais là, il y a un autre moteur. Tu vois. Demain, Rudi Reichstadt, il peut venir. Je dis, oui, vous dites anti-complotiste. Eh ben, vous m'inquiétez autant que complotiste, monsieur. Et je dis ça en tant que dubitationniste. Et là, t'as gagné. Là, t'as gagné le match. C'est le pas de côté. C'est la fin de frappe. Franchement. Et ça, c'est pas mal. Tu vas arriver dans les débats, ton oncle relou, il va te casser les couilles. Tu vas dire, ah, mais en fait, je suis dubitationniste, Thierry. Et là, il va dire, merde, comment ça, dubitationniste? Ah non, c'est quoi, sioniste? T'es juif? Non, pas du tout. Dubitationniste, rien à voir. C'est
avant Montélimar. Donc c'est vraiment, tu traverses pas la Méditerranée. Ça n'a absolument rien à voir. Et là, tu peux expliquer, tu vois. Et là, normalement, tu te serres la pogne derrière. Tu dis, bon, bah oui, effectivement, t'as raison. Ah, excuse-moi, je pensais que t'étais complotiste. Je suis désolé. Excuse-moi. Hein, je pensais que t'étais un connard, plus ou moins, ouais, plus ou moins un enculé. Donc, je suis désolé hein, de te le dire comme ça. Tu dis, c'est pas grave, Thierry. C'est pas grave, Thierry. L'humanisme, l'amour, Thierry. Pas de problème. Voilà, merci. À Amal Farhan, qui vient de se prendre, 4e mois, merci beaucoup. Donc, franchement, si vous avez envie, c'est parti. Hein. Hashtag dubitationniste sur les réseaux sociaux. On va essayer de faire monter la salade. L'extrait, hein, de toute façon, l'extrait là, de ce passage, on va le republier sur YouTube vendredi soir. Comme ça, tout le monde pourra voir le truc. Moi, j'en suis fier. Je pense que je vais le mettre en avant sur la chaîne parce que ça me plaît bien. C'est un peu... je crois qu'on a trouvé nos lettres de noblesse, finalement. Voilà. Et voilà, une sorte d'âme. Tu sais, c'est comme le Patronus dans Harry Potter. Pour ceux qui suivent les histoires de l'autre con avec sa cicatrice. C'est le Patronus. En gros, bon, ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, t'as les histoires de... comment qu'ils s'appellent là, les... merde. Ah merde, tu vois, je fais le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Merde, c'est quoi les... Qu'est-ce que ça chasse, un Patronus? C'est les trucs d'Azkaban, là. Ah, aidez-moi sur le chat. Comment ça s'appelle? Les détraqueurs, là, merci. Alexandrine59, merci beaucoup. Merci. Bobby's Back, le retour, Dolphy Lalimas, Guillaume Serre, Wantor, s'il y avait la bonne réponse, vous partez avec un panier garni, bien sûr, un panier de la marque Runacher. Les paniers Runacher, les paniers à remplir. Voilà, dans Harry Potter, t'as des détraqueurs, c'est des méchants, si tu veux. Qui ont des vestes noires, un air sombre. Olivier Véran, si tu veux. C'est Olivier Véran. Et Harry Potter et ses potes, il y a un sort qui existe dans le monde de la magie, c'est... Non, en fait, je vous dis ça, mais je suis une merde, je me rappelle plus, bordel. Expecto Patronum, voilà, c'est ça. Expecto Patronum, donc ils agitent leur bout de bois, là, Expecto Patronum, et ça sort un truc, une forme, alors, qui est un animal en lien avec le personnage, enfin bon, comme on dit en latin, on s'en bat les couilles, et ça chasse le détraqueur. Si le sort est bien lancé, ça chasse le détraqueur. Donc là, c'est un petit peu pareil. On vient de trouver notre Patronus. Patronus dubitationus. Quand on t'attaque, oui, complotiste, expecto patronum. Et là, t'as un Rémi Sauvage qui sort. Dubitationniste. Et là, le gars qui t'a accusé de complotiste, il disparaît.